Merci de m'avoir invité. L'idée, c'est quoi? C'est de causer un peu, je vais me taper là pour pas vous cacher le truc. L'idée, c'est quoi? C'est de vous causer un peu de tout ce qui est le petit monde de l'OWASP, parce que bon, chaque fois qu'on est RFP, on voit ce mot-là partout, on sait pas, c'est peut-être un film vachement célèbre et tout ça. C'est un truc sauce à veille. Mais voilà, donc il vous parle un petit peu de qu'est-ce que c'est que ce petit monde-là, le projet Cheat Sheet. Alors, il n'y aura pas de slide sur moi. Voilà, il y a mon nickname Twitter, si vous cherchez dessus, voilà, c'est pas le plus important le truc. Voilà, donc c'est quoi mon but dans les 50 minutes à venir? C'est déjà de ne pas que vous endormiez, ce sera déjà bien. Deux, c'est vous expliquer un petit peu ce que c'est que le WASP en général, qu'est-ce que ça fait, pourquoi c'est présent partout, c'est quoi son but, qu'est-ce qu'ils apportent au monde logiciel. Ensuite, qu'est-ce que le projet Cheat Sheet Series et en quoi il peut vous aider dans le monde du dev. En tout cas, c'est mon job dans les 50 minutes à venir. Donc, le WASP. Donc, qu'est-ce que c'est que cette fondation? Donc, WASP, c'est un acronyme de Open Web Application Security Project. C'est une association qui a été créée en 2001 sous les lois américaines, dans une association à but non lucratif. Et en fait, donc elle est prouvée à but non charitable, elle a une homepage et tout ça. Et quel est son but dans la vie? Son but dans la vie, en fait, c'est de fournir du matériel, alors au travers de cours, d'outils, de tutoriaux, tout ça, dans le but en fait d'aider à intégrer la sécurité dans les logiciels, alors que c'est principalement durant le développement. Alors, comment elle fait ça? C'est qu'elle fournit différents types de projets. On entend souvent parler des projets OWASP, on va un petit peu la division parce qu'il n'y a pas que les projets. Et même si une chose importante, c'est que souvent quand on pense à l'OWASP, via le mot W, on pense à web. Mais même si au début, en 2001, c'est vrai que c'était un peu l'ère du web, donc automatiquement c'est pour ça que c'était son cœur de métier, son cœur de cible. Mais depuis le temps, elle a évolué pour adresser des problématiques logicielles dans le monde du mobile, de l'IoT ou du cloud. Parce que je vais faire une blague qui est bien trop usée, mais j'ai envie de la faire. Dans l'IoT, le S, c'est pour sécurité. Voilà. C'était la blague de cramer. Maintenant, budget fini. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'elle a essayé de tacler en fait, les autres domaines parce que les logiciels sont partout, que ce soit une application mobile, un client lourd, dans un téléphone, une voiture, un thermomètre et tout ça, c'est du logiciel. Et la sécurité est partout. Et la sécurité, de base, c'est chiant. Donc, l'idée, c'est quoi le WASP? C'est une chose importante qu'il faut savoir sur le WASP, c'est que toutes les personnes qui contribuent là-dedans, qui contribuent à cette fondation, projet ou autre, ils font ça pour pas un copec. C'est-à-dire c'est rien, ça aussi c'est une blague de vue en fait. Le truc en fait c'est que toutes ces personnes-là font ça sur leur temps perso. Personne n'est employé de l'OWASP. Alors il y a une ossature, il y a une structure, mais c'est quoi? C'est 10 personnes pour tout ce qui est administratif et ossature. Mais le reste, tous les projets, c'est vraiment des personnes qui font ça sur leur temps perso. Donc vous verrez plus tard, c'est un bon stress test pour votre mariage. Vous verrez que moi j'en ai testé un, on n'a pas divorcé, c'est cool. Merci ma chérie. Donc voilà. Donc, quel genre de matériel elle fournit? Alors elle fournit différents types de matériel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est fourni, c'est gratuit et open source. Il n'y a rien qui est payant. Une chose que je vais insister, parce que je l'ai vu, et chaque fois je pense qu'il y a un bébé chien qui meurt chaque fois que ça arrive, c'est que il n'y a pas de compliant OWASP. OWASP, ce n'est pas un organisme de compliance, ce n'est pas un organisme de certification. Il n'y a pas de certification OWASP. On a même fait une page exprès tellement que les gens le faisaient. Donc, elle fournit par exemple des documents de sensibilisation, d'awareness. Elle fournit des référentiels qui vont aider à ajouter la sécurité dans les projets, qui vont aider à regarder le niveau de maturité qu'on a. Mais c'est un référentiel par rapport à de l'industrie qui est utilisé par différents types de sociétés, par différents types d'industries, de cœurs de métier. Donc ça aide à se situer, ça aide à intégrer la sécurité, mais ça ne va pas vous dire vous êtes avec un stempel OWASP. Ça n'existe pas. Si on vous vend ça ou vous vendez ça, bon, si on vous le vend, vous vous faites arnaquer. Si vous le vendez, vous êtes un arnaqueur. Ça dépend où vous êtes. Ils fournissent aussi des outils, donc on en verra plus tard, et aussi alors ce qu'on appelle guidance, c'est plus en fait, comme vous voyez, les premiers c'est de la sensibilisation, le deuxième c'est plus des guides pour inclure ça dedans, enfin des référentiels pour se mesurer, voir un petit peu ce qu'on fait dedans, des outils. Le dernier c'est des guidance pour savoir maintenant comment on fait. Sinon c'est des yaka faucons et on va pas bien loin. Donc la fondation elle est divisée en deux principales parties.
il y a les chapters et les projets. Donc les projets, je pense qu'il y en a une paire que vous connaissez, parce que vous faites tellement rabâcher Coas qu'on a l'impression que c'est une église. Donc le truc en fait, c'est que, alors que c'est plus un bazar qu'une église en fait, donc le truc, c'est principalement les chapitres et les projets. Alors, quelle est la différence? En fait, un chapter, c'est quoi? C'est une entité locale en fait, ça peut être, je ne sais pas si vous connaissez la Yajug, ben, c'est à peu près le même ordre d'idée. C'est une antenne locale gérée par des bénévoles en fait, qui va en fait promouvoir la sécurité applicative dans les projets. Donc ça va être au travers d'événements, ça pourrait être d'événements comme cette journée, des événements comme des soirées où il y a des présentations techniques faites par des gens de différentes sociétés, des passionnés autres sur différents sujets. Et ça permet également d'être un point de contact entre la vraie vie et la fondation, pour faire des remontées, pour savoir par exemple quels sujets sont intéressants, quels sujets sont demandés, qu'est-ce qui manque au niveau local. Typiquement, imaginons qu'au Luxembourg, on est assez spoiler, on fait beaucoup de financiers. Ça pourrait être de dire, tiens, au niveau Luxembourg, on n'a pas de tout ce qui est sécurité au monde financier, on est un peu tout nu, quoi. Donc il faudrait un peu d'aide, enfin un peu plus de travail dans ce domaine-là. Et en fait, l'idée, c'est que les chapters, il y en a un peu partout. Donc voilà, c'est une belle map où il y en a partout, même sur des petites îles, en fait. Voilà, il y a des chapters. Donc il y en a beaucoup, beaucoup. Je ne sais plus combien il y en a exact, mais il y en a beaucoup. Maintenant, si on fait un focus sur notre magnifique région, donc reminder, nous sommes ici, le petit pays. Donc en gros, vous avez, alors il y a un petit jeu, c'est de savoir pourquoi il y a un poney chaque fois en bas à droite. Je vous le dirai à la fin. L'idée, en fait, c'est, il va y avoir des poneys dans cette présentation, hein, voilà. Donc au niveau de, si on fait un focus au niveau local, il y a, au niveau Luxembourg, il y a un chapter, mais il est mort. Donc, il ne fait rien du tout. Enfin, voilà, il est complètement mort. Donc, si quelqu'un veut entrer dans la danse, c'est avec grand plaisir et la fondation cherche des gens. Vous vous dites, pourquoi Dom, tu ne l'as pas fait? Parce qu'ils m'ont demandé. Et moi, niveau gestion, on va dire que gestion, techniquement, ça va. Les projets, ça va. Quand il faut gérer des trucs, là, généralement, ça se passe moins bien. Donc, voilà, ce n'est pas mon délire. Mais par contre... tout ce qui est à côté, France, Allemagne et Belgique, c'est principalement Benelux, ils sont très actifs. Alors, j'irai dans le coin le plus atteignable dans le coin, parce que France, c'est principalement Paris, on ne va pas se leurrer. Hein. Et Allemagne, alors c'est encore plus vaste. Donc, en Belgique, ils sont très actifs. La plupart du temps, le dernier, c'était à... Alors, c'est Mechelen. Alors, traduire ça en français, c'est autre chose. Dans le coin de Bruxelles, pour faire court. En fait, ils font des événements. Alors, c'est des fois sur 2 jours. Donc, ils sont très, très actifs au terme de projets de présentation. Donc, si vous voulez un moment aller voir des présentations, c'est gratuit, hein, la plupart du temps. Ou alors, ça coûte 50 €. Enfin, voilà, c'est pas non plus... Et si vous êtes membre, c'est gratuit. Donc, il y a... voilà un petit peu l'état de santé des chapters. Donc, le plus proche dans le coin qui est intéressant, c'est celui du Benelux. Voilà. Donc, ça, c'était pour les chapters. Maintenant, on va passer au projet. Alors, au niveau de la fondation, les projets sont divisés en 3 catégories de maturité, qui vont de incubateur jusqu'à flagship. Donc, l'idée, c'est quoi? Alors, la fondation, en fait, les projets, c'est très structuré, c'est-à-dire qu'elle accorde beaucoup d'importance à la manière dont les projets sont gérés, parce qu'elle sait très bien que les projets sont utilisés et que si vous mettez n'importe quoi dans un projet de sécurité, comme on sait tous, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. C'est bon, ça, c'est placé. Donc, il n'y a pas un challenge, hein, mais bon, il y a des fois, il faut tenter des trucs. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a 3 niveaux. Donc, le niveau incubateur, c'est quoi? C'est un bac à sable. C'est, admettons, vous avez une idée de projet. Je ne sais pas, par exemple, vous avez une idée de projet sur, exemple, les PW, la sécurité dans les PWA. Admettons, il n'y a rien là-dessus. Moi, j'aimerais bien faire un projet qui traite de ça, que ça peut être un framework, une librairie ou autre. Vous tentez le projet, c'est en incubateur, la fondation va vous mettre à disposition des ressources, un repo GitHub, un emplacement Slack, une vitrine sur le site, toutes des ressources matérielles. Et vous allez commencer votre projet, explorer tout ça, commencer votre bac à sable, jouer dedans, on va dire. Et donc vous allez explorer, le faire évoluer, commencer à le structurer, tout ça. À ce stade-là, le projet, c'est un bac à sable, donc généralement, ces projets-là, il ne faut pas s'en servir pour de la prod. Alors, il y a certains projets qui sont encore en incubateur, mais qui sont assez matures, mais généralement, ces projets-là, il faut les utiliser en connaissance de cause. À un moment, vous continuez votre projet. Alors, ça veut dire que les incubateurs, ils peuvent mourir du jour au lendemain. Vous continuez votre projet, et à un moment, voilà, ça commence à se structurer. Vous arrivez à avoir une communauté, des contributeurs. Ça commence à prendre son envol. Vous passez au niveau lab. Lab, c'est quoi? C'est
C'est un niveau de maturité où votre projet est structuré, vous avez un début de documentation, même si documenter c'est douter, comme on dit, c'est un peu comme tester ou la sécurité. Ça commence à être maintenu, ça commence à être structuré, vous avez de la doc, des releases, au moins quelques releases, voilà, c'est suivi, il y a de la vie. Et il y a un minimum de maintenance. Donc ces projets-là peuvent être utilisés pour des projets non critiques. Et après, vous vous dites un jour, je veux atteindre le dernier niveau. Parce que c'est comme un jeu, il faut atteindre le boss de fin de niveau. Donc l'idée, c'est quoi? C'est le flagship. Donc là, c'est quoi? C'est là, c'est plus le même jeu. C'est que là, automatiquement, vous allez, votre projet, il y a des prérequis. Donc vous allez en fait remplir des documents pour justifier la demande. Vous allez défendre votre dossier en le justifiant. Alors ça, c'est bien, hein, et on ne vous tape pas dessus. Hein. Par contre, votre anglais, il bosse pas mal, quoi, parce que là, tout en anglais là-dessus. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment de justifier pourquoi votre projet passerait flagship. Donc là, vous remplissez un document, vous passez des comités, tout ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, flagship, c'est vraiment le niveau production ready. La fondation investit dessus, c'est porte-étendard, c'est vraiment les projets représentatifs de l'OWASP, c'est vraiment les fers de lance, c'est ce qui va être diffusé très large. Même si le lab peut être, le flagship, il va bénéficier d'une couverture de pub et tout ça qui va être énorme. J'ai l'impression de vendre un truc là. Mais donc l'idée, c'est vraiment en fait, et ces projets-là sont stables, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour de la production, ça sera maintenu, relisé. Les project leaders vont suivre le projet activement, il y aura de la maintenance, le projet ne va pas mourir du jour au lendemain. En tout cas, il y a l'effort qui est fait de manière nécessaire. Je vous ai mis une présentation en dessous qui, en fait, qui a été faite cette année par une personne à une conférence WASP et qui explique comment construire un programme AppSec au niveau d'une application security au niveau d'une société juste avec les projets de l'OWASP, avec pour chaque projet le risque. Très intéressant. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu les projets et l'axe d'évolution, on va parcourir ensemble en fait les différents projets les plus connus et qui sont de niveau flagship pour la plupart et qui sont pour moi le plus intéressant à utiliser. Alors, celui qu'on va voir en premier, je suppose que vous l'avez entendu, vous en même rêvez même la nuit, j'espère pas pour vous. Spoiler, c'est le top 10. Donc, l'idée, c'est quoi? Alors, le top 10, c'est un projet qui a pour but, en fait, c'est un projet d'awareness. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, au niveau mondial, il va y avoir des statistiques qui vont être fournies par différents vendeurs de logiciels, des sociétés, qui vont fournir des statistiques sur les vulnérabilités trouvées, ça va être compulsé, et on va avoir des statistiques sur les 10 vulnérabilités au niveau mondial qui sont les plus courantes. Astuce, il y a une astuce dans le mot, mondial. Alors, c'est là où je ne vais pas me faire que des amis. Le WASP Top 10, c'est un document de formation. Ce n'est pas un document qui est fait pour évaluer le niveau de sécurité d'une application. Pourquoi? Si vous dites mon application doit être compliant au WASP, déjà, il y a déjà 2 erreurs. Au WASP Top 10, 3 erreurs. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que vous allez dire mon application doit être protégée contre les 10 vulnérabilités les plus communes dans le monde. Ok, mais on est au Luxembourg, ça veut dire que votre application, il y a peut-être des vulnérabilités qui ne sont pas relevantes pour vous. Exemple, dans le WASP Top 10, il y a les injections au niveau du parseur XML. Si vous ne faites pas d'XML, que vous faites une API REST qui envoie du JSON, cherchez l'erreur. Donc automatiquement, et deuxième chose, ça ne prend pas en compte les risques métiers. Ça ne prend pas en compte le fait que votre application doit être protégée, exemple, contre les virements négatifs. Je sais que ça paraît bête, mais on l'a déjà vu. Ça met dans le barrage. Donc l'idée, c'est ça, c'est globalement, le WASP Top 10, ce n'est pas un document qui est fait pour évaluer le niveau de sécurité d'une application. C'est juste qu'il a été déformé alors là, c'est là que c'est filmé, je vais me faire des copains, c'est par des vendeurs de boîtes magiques, des WAF, des firewalls, automatiquement, qui vont l'utiliser pour des scanners de code, qui vont l'utiliser comme référentiel de mesure, alors que c'est une hérésie. Voilà, ça c'est fait. Donc, on peut passer au prochain. Donc, le deuxième, c'est le proactive control. Donc, il est encore au niveau lab, mais pour moi, celui-là est très important. Pourquoi il est important? Parce qu'en fait, il va définir dans un projet les 10 points les plus importants que vous devez prendre en compte si vous n'avez pas le temps. En gros, on verra d'autres projets qui permettent de mesurer la sécurité et de définir un niveau de maturité, mais si jamais vous n'avez pas le temps de creuser plus, c'est vraiment les 10 points qu'il faut prendre en compte si vous voulez inclure la sécurité dans votre projet. C'est un document qui fait quoi, 50 pages, ça se lit bien, en fait, c'est vraiment les 10 points clés, il faut le prendre comme ça. Malheureusement, il n'est pas encore sur GitHub, mais lui, c'est un référentiel et qui définit en fait les 10 points à prendre en compte pour être proactif. Alors, le prochain projet, c'est le Application Security Verification Standard. Lui, en fait, c'est vraiment le document qui va vous permettre de définir le niveau de maturité que vous voulez atteindre dans votre projet de développement et qui va définir tous les points de contrôle que vous devez faire.
il va définir, admettons, vous voulez atteindre le niveau de maturité, exemple 1, il va vous dire, vous devez vérifier tout, enfin, vous devez mettre en place des contre-mesures pour tous ces éléments-là que vous allez choisir. Il ne faut pas tous les utiliser, c'est en fait un référentiel que vous allez prendre, vous allez faire en fait prendre des points dedans qui sont relevants par rapport à votre domaine métier. Donc c'est vraiment le référentiel qui sert de base à définir son niveau de sécurité qu'on veut atteindre. Et surtout, quels sont les points de contrôle à ajouter. Il y a son petit frère au niveau de tout ce qui est mobile, donc c'est la même idée, mais au niveau mobile, pour Android et iOS. Donc il va vous expliquer en fait tous les points de contrôle à mettre dans une application mobile pour avoir un niveau de sécurité que vous voulez atteindre. Ça va prendre en compte par exemple le certificate binding, le depacking et tout ça. Très très bien fait sur GitHub, des gens formidables. Moi franchement j'ai contribué avec eux, ils sont vraiment super sympas, quoi, comme la plupart des gens dans les projets. Donc maintenant on va passer dans la partie plus évaluation. Donc là en fait le WASP Testing Guide, c'est un document qui va vous expliquer quand vous voulez mesurer le niveau de sécurité d'une application web, eh bien, il va vous décrire en fait comment faire. Mais comment faire, c'est vraiment pour chaque point, comment le vérifier, quelle ligne de commande utiliser, quel peut-être outil, quelle requête HTTP envoyer. C'est vraiment très détaillé. Nous, en fait, quand moi j'évalue le niveau de sécurité d'une application web, c'est vraiment la base sur quoi j'utilise, pour être sûr de couvrir un maximum de cas. Il y a son petit frère pour la partie mobile, mais à chaque fois ils font les deux, c'est assez cohérent. Donc là, ils font le même travail mais pour le mobile. Donc là, il va vous définir pour toute en fait, une application mobile tous les points à vérifier, comment le faire, l'outil, la ligne de commande, que ce soit du framework ou autre, en fonction si, admettons, si c'est de l'hybride, si c'est du pur natif, si c'est de l'iOS, Android, vraiment très très détaillé. Bon, celui-là, bien sûr, les cheat sheets. Donc ça, en fait, le but des cheat sheets, en fait, c'est de dire le comment. Parce qu'on a vu qu'est-ce qu'on voulait faire, et lui, son but, c'est de définir le comment. Donc le but, en fait, des cheat sheets, comme on le verra, c'est vraiment un ensemble de recettes de cuisine qui ont pour but de vous expliquer, pour une problématique précise, comment l'adresser. Ça, c'est le comment, mais on reviendra un peu plus tard. Ensuite, il y a OWASP Zap. Alors, qu'est-ce que c'est que Zap? En fait, c'est un outil. C'est un proxy HTTP que vous pouvez utiliser avec principalement deux buts. Soit dans le but d'évaluer la sécurité d'une application web, donc il va intercepter les requêtes pour vous, permettre de les rejouer, tout ça. Ça, c'est plus un mode, on va dire, offensif. Et il y a le mode, en fait, dans le cadre de vos projets, durant le développement, il y a aussi un mode dans lequel vous pouvez lancer des scanners de vulnérabilité avec ce qu'on appelle des baselines, de dire, par exemple, moi, ce scan-là, je veux qu'à chaque commit ou à chaque déploiement, je veux vérifier cette baseline-là. Genre une baseline, c'est je veux vérifier que j'ai mes headers de sécurité, que je n'ai pas d'headers qui utilisent sur mon application, vraiment quelques vérifications rapides. Et vous allez pouvoir également faire des vérifications un peu plus poussées, genre voilà, moi je veux vérifier, je donne à manger mon Swagger, et il va vérifier que mon API, en fait, elle n'est pas exposée à des instructions SQL, XSS, tout ça. Petite parenthèse, c'est un outil, c'est-à-dire qu'en fait, il va trouver les vulnérabilités les plus communes. Il ne va pas vous sortir un problème d'autorisation, il ne va pas vous sortir une faille business. On va arrêter de rêver 2 minutes, quoi. Ça ne remplace pas le test fait par un membre de l'équipe, ça le complète. C'est juste que lui, il va vous trouver ce qu'on appelle les choses faciles et évidentes. Donc ça vous permet de les corriger rapido, même genre vous avez oublié d'échapper un caractère, poum, c'est une XSS et des choses comme ça. Ça vous permet durant le développement de faire ça. C'est complémentaire à un travail manuel. Ensuite, il y a OWASP Dependency Check. Alors souvent, en fait, son but c'est quoi? C'est de vérifier dans les dépendances. Dépendances, c'est les modules externes que vous utilisez. Si elles sont vulnérables ou pas, c'est-à-dire si elles ont des vulnérabilités publiques. Ce qu'on entend par vulnérabilité publique, c'est en fait ce qu'on appelle des CVE, Common Vulnerability Exposure. Petite parenthèse, quand quelqu'un trouve une vulnérabilité dans un logiciel, il le remonte, il crée un ID de CVE pour que ça puisse être référencé. Bien sûr, il y a un fixe derrière. Et quand ça concerne une librairie, cet outil-là va dire « OK, admettons sur cette version-là de Spring Boot, il y a une vulnérabilité de CVE Intel et il va vous le remonter. Ça vous permet en fait de vous assurer que vos dépendances sont propres. Pourquoi c'est important? Parce que, prenons l'exemple, vous utilisez Spring Boot. Spring Boot, admettons, vous avez du mapping objet vers JSON, et vous avez une vulnérabilité dans Jackson, par exemple. C'est un framework, c'est une librairie assez connue pour faire le mapping. Imaginons que vous avez une vulnérabilité dedans, ce bout de code-là, il s'exécute avant votre code. Donc si un attaquant peut exploiter cette vulnérabilité-là, il attaquera l'application sans même toucher votre code. Votre code est propre, il n'est pas vulnérable. C'est la dépendance qui est vulnérable. Donc cet outil-là va vous aider à détecter ça.
Il fait très bien pour Java, .NET. Bon, NPM, par défaut, il a son propre système. Et en mode expérimental, il marche aussi avec NPM et aussi Composer. OWASP Juice Shop. Alors ça, c'est un outil, mais un outil de formation. C'est vraiment un outil qui est fait par des personnes avec vraiment une vision moderne du stack applicatif, avec des API, tout ça, d'Angular. Et c'est vraiment pour avoir une application qui est vulnérable, dans laquelle vous pouvez apprendre quelles sont les vulnérabilités, comment les découvrir. Alors après, comment les remédier, ça, pas trop, puisque c'est le boulot des cheat sheets. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un élément de formation. Parce que, pour rappel, si vous testez sur un système que vous n'êtes pas autorisé, vous prenez 3-5 ans de douche gratuite. Donc, il vaut mieux éviter. Donc, l'idée, c'est un outil qui vous permet vraiment de vous entraîner, tout ça, dans un mode assisté, tout ça. Vraiment très bon outil, comme tous les autres. Donc, maintenant, si on essaie de faire un petit peu, rassembler tout ça et de se dire un petit peu comment je m'en servirai dans mon cycle de développement. Bon, la formation, on peut se servir du top 10 pour l'awareness, je reprécise, et le Juice Shop pour de la formation. Ensuite, on passe dans le design, parce que oui, les specs ou les user stories, c'est important. Et mettre la sécu dedans, c'est super important. Donc l'idée, c'est utiliser les proactive control, le SVS, MASVS, pour définir vraiment quel niveau de maturité on veut atteindre et quelles sont les attaques qu'on veut se prémunir. OK. Dans l'implémentation, les cheat sheets. Et ensuite, dans la partie validation, ZAP, dependency check et les testing guides et MSTG. Voilà un petit peu comment on peut boucler un petit peu tout ça pour voir un petit peu comment ça se déroule. Sachant que l'OWASP est parfaitement conscient que autant les projets, ça va, autant l'intégration entre les projets, ce n'est pas vraiment le point fort, quoi. Donc, il y a une initiative qui a été lancée il n'y a pas longtemps pour vraiment faire que les projets s'intègrent mieux entre eux dans termes d'utilisation. Ça, c'est un projet qui est en cours. Donc ça clôture la partie un petit peu découverte du monde de l'OWASP. Et maintenant, on va s'attarder sur les cheat sheets, qui a un magnifique logo. Donc, les cheat sheets, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un projet qui a été créé en 2014 par une personne qui s'appelle Jim Manico, et le but était de fournir des recettes, enfin des fiches pratiques en fait, par rapport à des problématiques de sécurité, expliquer qu'est-ce que c'était, comment s'en prémunir, et aider les équipes de développement à comprendre comment s'en protéger, comment s'en prémunir ou comment les corriger. C'était à ce temps-là, la V1 a été créée et hébergée sur le wiki de l'OWASP, MediaWiki, à ce temps-là, enfin même encore maintenant puisqu'on est en train de migrer. Et il y avait pas mal de contributeurs, il y avait plus de 100 contributeurs en fait. Le but était vraiment de fournir, en fait, répondre au comment. En fait, dans les projets OWASP, le but était vraiment de répondre au comment je me protège. Et c'était vraiment le comment. Donc tout ça, ça a été créé en 2014, ça a commencé à dater un peu. Le souci qu'on avait avec la V1, c'est que pour contribuer, il fallait un compte sur le wiki. Donc là, c'était un peu pas facile. Donc déjà, au niveau contribution, ça réduisait le spectre. Il n'y avait pas de version offline. Donc là, on oublie les PWA. En tant qu'utilisateur, donc membre de l'équipe de dev, architecte ou autre, il n'y avait pas moyen de recevoir une notification quand le contenu était mis à jour. Parce qu'il n'y avait pas moyen de notification, sauf si on avait modifié une page via MediaWiki. Donc c'est très compliqué d'avoir une notif comme ça. Tiens, on a mis à jour ou on a créé une nouvelle cheat sheet, je ne sais pas, sur JWT. Il n'y avait pas de process de validation ni de revue. Donc une fois que quelqu'un contribuait, c'était OK, c'est parti. Donc il y avait le rendu ensuite sur le wiki qui n'était pas très. J'ai rien contre MediaWiki, mais quand vous voulez mettre du code dedans, c'est pas ce qu'il y a de plus top en 2019. Autre point qui était assez compliqué, c'est qu'en fait, quand vous veniez d'un autre référentiel OWASP, exemple en fait le Proactive Control, vous étiez par exemple sur la gestion des dépendances. Vous dites, mais quel cheat sheet pourrait m'aider à traiter ça? Il n'y avait aucun index, aucun point de jonction. En fait, le Proactive Control vous faisait pointer vers les cheat sheets, mais il n'y avait pas l'inverse en fait. Donc il n'y avait pas vraiment d'index par rapport aux autres référentiels pour vous permettre en fait d'aborder la collection avec un point de vue différent en fonction de là où vous arriviez. La plupart des cheats étaient vraiment très verbeuses, très un petit peu, comme on s'attend à des gens qui font de la sécu, le yaka, il faut que, il n'y a pas un bout de code, il y a pas, voilà, c'est que du texte, on a l'impression que c'est un roman, c'est Seigneur des Anneaux mais sur un wiki, et on se dit ok, maintenant je fais ça, je fais quoi, donc c'était fou, franchement, honnêtement, c'était pas utilisable. Et le contenu, franchement, commençait à dater, parce qu'il y avait des cheats qui n'avaient pas été mis à jour, avec
ça commençait vraiment à dater, il n'y avait pas de mise à jour parce que le process ne permettait pas une ouverture et plein d'autres problèmes. Donc, il a été décidé, en décembre 2018, il y a vraiment des gens qui s'embêtent à Noël, de lancer la V2. Donc, en fait, lancer la V2, quand on l'a lancé, on s'est dit, pour moi, il y avait 7 critères principaux. Le premier, c'était déjà bouger le projet sur GitHub. Pourquoi ? Pour ouvrir la contribution au monde entier. L'idée, c'était quoi? C'était de dire, arrêtez de croire que les gens de l'OWASP, c'est des rockstars en sécurité, c'est des gens qui connaissent tout sur le bout des doigts, qui savent coder sans faire une vulne. Non, il n'y a personne qui code sans faire une vulne. Même les gens qui font de la sécu font des vulnes. Enfin, des fois, ils ne savent même pas coder. Donc, c'est sûr, si on ne code pas, on ne fait pas de vulne. Donc, l'idée, c'est que voilà, c'est vraiment la contribution à tout le monde. Pourquoi? Parce que quelqu'un que ça fait 2 ans qu'il travaille en Angular, il a forcément des astuces à donner, forcément des choses qu'il a rencontrées et des astuces à donner. Donc, c'est vraiment l'ouvrir au monde entier en nécessitant juste un compte GitHub. Le troisième point, c'était rendre les contributions le plus simple possible. Vraiment rendre les contributions en utilisant le modèle GitHub, vraiment en allant au maximum de la simplicité. Le quatrième point, c'était ajouter de la structure et du process. Faire qu'une cheat sheet, quand elle part en production, elle a été validée par plusieurs personnes. Validée, elle a été relue par des personnes avec différentes expériences, différents points de vue, différentes origines. L'idée vraiment, c'est qu'il y ait un consensus. Le 5, c'était que toutes les décisions qui sont faites sur une cheat sheet, une discussion, un avis autre, soient publiques. Qu'on puisse savoir à un instant T, OK, on a fait une cheat sheet sur JWT, OK, voilà le cheminement, pourquoi on l'a fait comme ça, comment on l'a orienté, et que ce soit public. L'idée, c'était ça. Le 6, tacler un maximum de problèmes qu'il y avait dans la V1. Ça, c'était pas tellement, on n'a pas réinventé la roue. Hein. Et le 7, tant bien que mal, quand j'ai repris le projet, il était en lab, c'était passer au niveau suivant. Quitte à le faire, autant aller à fond. Quoi. Donc, voilà, fort de cette expérience, 9 mois plus tard, on ne l'a pas fait exprès, avec 100% de temps personnel sur le soir et week-end. Donc, c'est là où vous testez votre mariage. Donc là, c'est-à-dire quand madame elle regarde la télé, vous migrez du Markdown vers du cheat sheet, vous faites des scripts et tout ça. Quand vous êtes en week-end et qu'elle va dans la mer, vous codez. Donc voilà, ça, c'est un stress test. Hein. Franchement, c'est nickel. Hein. Enfin, c'est nickel. Enfin, soyez sûr avant de faire le test, hein, ça serait con de divorcer pour ça. Et voilà, donc en fait, c'est là où on voit que ça a eu un impact sur ma vie parce que maintenant, je suis plus à l'aise à faire un document Markdown qu'à faire un document Word. C'est là qu'on voit que ça a des impacts mentaux quand même. Hein. Donc 9 mois plus tard, on a atterri à ça. Ensuite, on a atterri à ça. Et après avoir envoyé je ne sais plus combien de mails, rempli je ne sais plus combien de documents, répondu à je ne sais plus combien de questions, on a eu ça. Donc on avait atteint nos objectifs. Mais c'était que le début de l'aventure, parce que maintenant qu'on l'avait ouvert au monde, tout le monde pouvait contribuer, donc ça veut dire beaucoup de demandes qu'il fallait répondre. Donc, parce que quand on est flashy, bien, c'est là. Donc, oui. Donc, on a mis en place un process, c'est l'heure des petits carrés. Hein. Donc, on s'est dit, on va le faire simple. Le but, on va dire, les gens, déjà, on va commencer par demander aux gens de créer une issue avec un template pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire, si c'est modifier une cheat sheet ou en créer une. C'est déjà pas mal de savoir ce qu'on veut faire. Ensuite, il y a une core team en fait, que j'ai créée en fait, qui la revoit, mais en discutant. C'est la revoir, c'est pas un comité. On échange, on discute. Oui, ça c'est bien, ça serait peut-être bien qu'on aille vers ça. On échange vraiment publiquement, on discute. Et si l'issue elle est rejetée, on explique pourquoi, parce que tout doit être justifié, c'est important, ne serait-ce que pour la personne, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant de proposer quelque chose et de se faire embarrer dans les 15 mètres sans justification, sans rien. Si l'issue elle est acceptée, la personne travaille dessus tranquillement, on l'aide, on échange, tout ça. Elle fait une pull request, elle soumet sa pull request. La pull request, si elle est acceptée par la core team, elle est mergée, sinon elle est rejetée avec justification. Bon, honnêtement, généralement, il y a très rarement de cas dans lequel la pull request elle est rejetée. La plupart du temps, c'est la personne qui se dit non, on va refaire plutôt une autre, un truc comme ça. Ça, c'est le process de base qu'on a mis. Et on voulait se servir au maximum des fonctionnalités de GitHub. Donc, voilà un petit peu comment on a utilisé beaucoup de templates de GitHub avec les labels et tout ça. Donc, c'est vraiment beaucoup de structure. Donc, en gros, la personne décrivait un petit peu qu'est-ce qu'elle voulait faire dans sa cheat sheet. Automatiquement, elle décrivait. Donc là, on a signé la personne dessus.
Et après, ce qu'on faisait, c'est qu'une fois que la personne avait acknowledgé, donc on avait des labels pour dire bah OK, par défaut quand elle est créée, elle est en attente d'acknowledge, une fois qu'elle est validée, elle est acknowledgée, et automatiquement, de là, une fois qu'elle fait sa pull request, on la relie, mais il y avait minimum 3 personnes qui devaient relire. On est descendu en fait, à une personne qui devait valider. Une fois qu'un des membres de la core team dit OK, pour moi, elle est bonne pour la production, on merge tout ça. Maintenant, parce que bon, quitte à être dans le développement, on fait un peu de CI/CD quand même, ce serait un peu bête de ne pas s'amuser quand même. Donc l'idée, en fait, on s'est dit, on veut aussi automatiser un max. Donc là, on va prendre un petit peu la vie d'une pull request, en fait, d'un point de vue quand elle est créée. Donc la personne crée sa pull request dans son coin, elle la soumet au projet. Ensuite, de là, dès qu'elle la soumet, il y a un job en fait TreviCI qui se lance. Et lui, en fait, il va vérifier la structure de la pull request. Pas le contenu d'un point de vue technique, mais l'ossature. Et là, si jamais la PR elle respecte en fait les règles de l'inter, bah, elle est OK, on va pouvoir faire la revue manuelle. Sinon, en fait, il y a des erreurs qui sont faites et la personne doit corriger jusqu'au moment où ça passe. Donc, on voit un petit peu ce que ça donne dans TreviCI et on a mis un point d'honneur à ce que le processus mette en maximum 2 minutes. Mais on verra que plus tard que la PR, de toute façon, si en local ça passe, la PR ça passe. C'est juste que là, on vérifie que tout est OK, même au niveau un peu plus loin dans la vérification. Donc là, c'est une fois que la PR, en fait, elle est créée. Donc maintenant, une fois que la revue, la PR est acceptée, tout ça, on commence la revue manuelle. Donc la personne, elle a fait sa PR. Une fois qu'en fait, on a mergé une PR, il y a un job circle-CI. Ah ouais, on s'amuse, on a vraiment testé différentes CI. Hein. On dit, bon, on ne paye rien, donc autant y aller. Hein. Donc automatiquement, on s'est dit, ben voilà, il y a un job circle-CI qui se lance chaque fois qu'il y a un merge sur la master. Et automatiquement, il y a une recette de cuisine qui va être lancée, qui va en fait mettre à jour le site. Donc cette recette, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va générer le site du Markdown de l'HTML en live. Elle va le déployer sur GitHub Pages. Elle va générer le flux Atom avec les dernières mises à jour sur base des pull request merge en utilisant l'API GitHub. Et enfin, elle va générer une archive complète du site pour que vous puissiez télécharger le site en offline, pour que vous puissiez le consulter. Admettons que vous vouliez le mettre en offline chez vous, je ne sais pas, pour diverses raisons ou autres. Voilà. Alors, la réponse pourquoi on n'a pas un PDF, la vraie réponse, c'est qu'en gros, nos samples de code étaient tellement longs qu'en fait, ça ne tenait pas dans la page. Donc, c'était juste ça, en fait. Voilà, il n'y a pas de vraie raison technique, en fait. Donc voilà, ça, c'est ce qui se déclenche. En fait, on voulait aller jusqu'à un processus, on voulait automatiser un max et faire du CD le plus automatisé possible. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, chaque fois qu'une personne, un des membres de la core team merge une pull request, le site il est automatiquement mis à jour. Donc voilà un petit peu ce que ça donne côté CircleCI. Donc voilà un petit peu les jobs qui sont faits. Ce qu'il faut savoir, c'est que automatiquement, dès qu'on a un channel Slack, et automatiquement, dès que un job est validé, ça apparaît dans le Slack. On a même en fait un job custom en Python qui va tous les dimanches lister toutes les PR et les issues, et toutes les PR qui ont plus d'un mois sans modification sont listées et sont mises dans le Slack comme devant être vues en fait, pour être sûr qu'on n'oublie rien, qu'on ne laisse rien traîner. Pourquoi un mois? Parce qu'on part du principe que normalement, quand vous travaillez sur une PR, au bout d'un mois complet, vous avez fini votre PR, quoi. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble le flux RSS. Donc il est assez basique. Hein. Il va dire en fait le titre de la PR et quand vous cliquez dessus, vous atterrissez directement sur la PR si vous voulez savoir. L'idée c'était quoi? C'est de dire vous êtes user, vous êtes abonné et vous voulez juste savoir s'il y a une nouvelle CS qui sort sur un nouveau sujet, s'il y a un fiche qui est sorti, mais vous ne devez pas aller voir, c'est vraiment de la notification. C'est vraiment de savoir, admettons, si vous aviez une attente sur, je ne sais pas, moi, vous attendiez la publication d'une cheat sheet sur, je ne sais pas, moi, JWT, ben, là, vous serez notifié dès que ça sort, en fait. C'était ça vraiment l'idée. Parce qu'il y a vraiment deux populations, il y a les personnes qui créent le contenu et il y a les personnes qui consomment le contenu. C'est vraiment deux visions différentes. Donc là, en fait, une fois qu'on a mergé, le site est autogénéré et on a vraiment, en fait, sur la page d'accueil, on a vraiment la capacité à télécharger une archive, en fait, qui contient l'état du projet à l'instant T. Donc, ce qu'on voulait aussi, c'est que la contribution soit le plus facile possible. Je regarde juste au niveau de temps où j'en suis. Je ne sais pas où c'est marqué. Ah si, c'est bon. Donc l'idée, c'est quoi? C'était vraiment de dire, on voulait vraiment aller jusqu'au bout et vraiment que la personne qui contribue soit vraiment comme dans un fauteuil. Donc on s'est dit, on va prendre Visual Studio Code comme éditeur parce qu'il est portable et qu'il est gratuit. On va ajouter quelques plugins open source.
Et on va définir en fait des règles de linter qui seront utilisées par le plugin en local, dans le workspace, et également par tous les scripts. Donc en gros, vous êtes dans votre IDE, donc vous avez l'assistant, dès que vous faites une modification, il vous dit directement ce qui ne va pas, et en même temps, vous avez le rendu visuel de comment ça donne, donc vous avez vraiment, vous travaillez tranquillement dessus. Et normalement, si vous n'avez aucun warning là-dessus, quand vous soumettrez votre PR, il n'y aura aucun warning en fait. Mais on voulait vraiment que la personne soit le plus confortable possible. Donc, en fait, une chose qui avait été reprochée au projet, c'était qu'il n'y avait pas d'index. En fait, on ne pouvait pas savoir les cheat sheets qu'il y avait, comment les aborder, comment trouver la bonne cheat sheet. Donc, on s'est dit, on va créer plusieurs index. Le premier index, c'est un index ni plus ni moins qu'alphabétique. Il classe les cheat sheets par ordre alphabétique et vous allez voir après qu'il met quelques infos supplémentaires. Celui-là, il est autogénéré, c'est-à-dire que dès qu'on relise le site, il y a un script Python qui autogénère à chaque fois le site. Donc en fait, il y a des scripts Python partout. On a tout, dès qu'on peut automatiser, on automatise. C'était vraiment le... Voilà, même des fois un peu trop. Donc ça, c'était vraiment l'index alphabétique. Et on s'est dit, maintenant, il faut des index par rapport aux autres projets OWASP. Donc on s'est dit, on a pris la SVS, on dit voilà, vous avez un index sur la SVS, on va le voir après, mais vous avez toutes les sections de la SVS, tous les grands titres, et pour chaque grand titre, vous avez un lien vers les cheat sheets qui concernent cette partie-là. Donc si admettons, vous voulez prendre en compte, je sais pas, le point de vérification contre les injections XML, vous avez en fait toutes les cheat sheets qui traitent de ça. Et la même chose pour le Proactive Control, qui permettait d'arriver avec un point de vue Proactive Control et de savoir quelle recette de cuisine pouvait vous aider. Donc, qu'est-ce que ça donne? L'index alphabétique, voilà, en fait, il y a un nombre de cheat sheets. Si vous cliquez sur la lettre, ça atterrit à l'endroit. Sur chaque cheat sheet, vous avez un petit icône qui vous dit les technologies sur lesquelles il y a des exemples, des fois pour aider. Alors, c'est vrai que souvent on dit, ouais, les cheat sheets, ce serait bien qu'il y ait en fait des exemples de code dans tous les langages. Ce serait l'idéal, mais d'un point de vue charge de travail et maintenance, ce n'est pas humainement possible. Donc, on va voir après le choix qui a été pris. Donc l'index ASVS, par exemple, voilà, vous avez toutes les sections de la SVS et pour une section, vous avez toutes les cheat sheets qui concernent. Même chose pour le Proactive Control, c'était la même philosophie. Et il y a encore d'autres index qui s'ajouteront au fur et à mesure. Et le site, voilà, le site est autogénéré et il marche aussi bien sur un téléphone. Vous pouvez changer même le thème en haut. Alors, il y a même une option qu'il y avait, je l'ai activée. Vous pouvez partager la page sur Facebook, sur Twitter, tout ça. Bon, sur Facebook, je n'ai pas encore vu, mais franchement, si vous voyez ça, franchement, envoyez-le moi parce que je trouve que ça sera trop classe en fait. Je vois pas trop Twitter, je comprends. Facebook, c'est... Mais bon, voilà. Et donc l'idée, voilà, ça permet vraiment d'avoir un accès facile en pur HTML. Donc en fait, qu'est-ce qu'on recherchait? En fait, une cheat sheet, qu'est-ce que ça recherche en fait? C'est quoi son but? C'est vraiment expliquer en fait dans quel contexte apparaît un problème de sécurité, expliquer quel est ce problème de sécurité, donner des recommandations d'un point de vue agnostique sur comment traiter le problème pour justement expliquer de façon générique avec un algorithme ou autre, et à la fin, si possible, donner un exemple d'implémentation pour que les équipes puissent soit l'utiliser tel quel ou le dériver dans leur technologie. On va voir un exemple de ça avec la cheat sheet concernant la gestion des erreurs. Ouais, ça va, 52 champs, ça va encore. Donc l'idée, en fait, c'est... on introduit un petit peu quelle est la problématique. Donc là en fait, l'idée, c'est une cheat sheet qui a pour but de vous expliquer comment mettre en place un gestionnaire commun de gestion d'erreurs au cas où il y a une erreur qui n'a pas été catchée par votre application, que vous ne voyez pas la stack en plein milieu. Donc on explique voilà quel est le problème. Là, on explique que voilà, dans une phase de reconnaissance, un attaquant, quand il a une erreur, c'est très sympa pour lui parce que ça permet de savoir les technologies derrière. Donc c'est très intéressant en phase de reconnaissance. Le contexte, c'est voilà, quand ça arrive, c'est généralement quand on a ce genre de page d'erreur, boum, on met une erreur, boum, on se prend une erreur 500 et on dit on voit que c'est du Java, éventuellement on peut voir des packages. Donc on définit un peu le contexte. Donc en plus, ça permet de savoir un petit peu les différents packages de l'application. Et on dit en fait un peu l'objectif qu'on veut atteindre dans la cheat sheet. Donc l'idée, c'est quoi? C'est vraiment de dire on veut en fait que quelle que soit l'erreur qui se produit, on veut retourner une erreur générique. Et ensuite, ce qu'on fait, donc là, c'est l'explication, on fournit en fait un exemple de code dans chaque technologie. Donc là, ça se prêtait bien. En fait, là, on a fourni un exemple de configuration d'un handler dans le cas d'une application Java classique. Donc là, avec l'exemple de code, tout ça, avec la page JSP qui va bien. Ou alors, également dans un Spring MVC, Spring Boot, par exemple. Donc là, un petit peu avec le handler qui va bien être utilisé. Également pour ASP.NET Core et tout ça. Donc c'est vraiment, en fait, de donner, et ça,
à mon point de vue, ça peut être directement utilisé par une équipe. C'est déjà un peu plus applicable. Et l'idée, c'est vraiment que toutes les cheat sheets à terme soient comme ça. Malheureusement, il y a un legacy et automatiquement, ça mettrait un peu de temps. Mais toutes les nouvelles cheat sheets ont cette volonté-là quand c'est possible. Donc, l'idée, c'était vraiment d'arriver à ce genre de choses et à ce genre d'objectifs. Donc, voilà un peu le but. Donc, pourquoi vous m'avez vu dire nous et je, tout ça, à un moment est un peu hésitant, c'est parce que j'ai rendu les clés du projet il y a 2 mois. Parce que quand j'ai pris les rênes du projet, j'avais un objectif en tête, c'était les 7 points. Les 7 points ayant été adressés et ne recherchons pas comment on appelle ça, la publicité ou le fait d'être famous parce qu'on est project leader. Non, moi, je suis venu, j'ai fait une mission, j'ai créé une équipe de gens formidables, parce que c'est vraiment des gens formidables, et maintenant, je leur ai dit, voilà, maintenant, tout ça, c'est à vous, vous avez de super idées, maintenant, montez-le encore un cran plus loin, moi, je me retire. Voilà, ça, c'était l'idée. Parce que le but, c'est pas non plus de... Parce que quand vous mettez project leader sur LinkedIn, c'est un truc de fou. Les gens croient que ça, en fait, vous êtes Superman, alors que non, c'est juste vous êtes un PM évolué, quoi. Parce que des dramas, on doit en gérer pas mal. Hein. Donc, en fait, les personnes que je veux remercier, c'est d'abord la joyeuse équipe de Joyeux Fous avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. On a passé de sacrées soirées. Et c'est quand même bien fendu la poire. À la communauté de ce projet-là, parce que franchement, elle est vraiment remplie de gens formidables et qui font des contributions de fou tout en se disant, voilà, c'est ma modeste contribution, alors que la personne, elle a fait un truc complet sur Node.js. Je fais, non, mais c'est magnifique, quoi. Et enfin, remercier Intech pour son invitation et ma société Excellent pour m'avoir permis de venir ici en n'étant pas en prestation. Voilà. Donc, c'est les personnes que je voulais remercier et puis également vous m'avoir fait l'honneur d'être venu à cette présentation. Et maintenant, quelques liens et si vous avez des questions, allez-y.